Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Je n'arrête pas de le dire, tout a un point de rupture, ce n'est qu'une question de temps. Bon, le seul souci, c'est que parfois le temps est un petit peu long. Dans tous les cas, ça craque de partout. Le bureau de l'Assemblée nationale a officiellement voté le lancement de la procédure de destitution à l'encontre de Macron en vertu de l'article 68 de la même Constitution. Peut-on encore croire justement en celle-ci ou en ceux qui l'utilisent? La réponse est évidemment non. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du ZDF-CH avec Yota qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Jean-Pierre également, Bruno, Philippe et vous-même, messieurs dames, soyez les bienvenus. Eh bien, nous sommes heureux d'être les bienvenus et de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent. Voilà, ça change un peu la formule. Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire, Sylvain, au sujet du désistement potentiel, putatif, tout ce qu'on veut de Monsieur Macron. Alors effectivement, il y a eu un point de marqué par l'équipe de Monsieur Mélenchon, puisque cette demande a été acceptée, demande de désistement. Mais derrière, il y a toute une procédure longue, pénible et improbable, enfin qu'en tout cas qui nous conduit vers l'improbabilité d'un quelconque désistement possible de Monsieur Macron. Voilà, donc il faut être lucide. Néanmoins, il y a eu un point de marqué, effectivement, dans la mesure où il y a eu, je crois, 15 voix contre 10 qui se sont rangées vers la possibilité, effectivement, d'aller vers la destitution de Monsieur Macron, ce qui est déjà en soi un indice, un signal de fumée assez fort dans les temps brûlants que nous vivons, et la marque de quelque chose qui va encore bouger, je pense. Voilà. Et puis, je voudrais, justement, dans le cadre des choses qui bougent, pas seulement en France, mais à l'international, donc nous avons Monsieur Trudeau, qui est le président du Canada, qui ordonne la destruction de l'ensemble des vaccins ARNM, c'est-à-dire ARN messager. Alors, et sous prétexte, vrai ou faux, qu'ils sont obsolètes, qu'ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, que gna que je ne sais trop quoi encore. Certaines personnes s'en émeuvent et disent ça, c'est une opération de destruction de preuves. Une opération de destruction de preuves de crimes contre l'humanité quand on sait tout ce qu'il y a dans ces vaccins. Alors, certaines personnes en ont gardé des échantillons, bien évidemment, mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est d'en garder des grandes quantités pour montrer que ça n'était pas que dans des échantillons qu'il y avait des problèmes. C'est dans l'ensemble de ces vaccins. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Donc il y a des présidents de pays comme le Canada, hein, Monsieur Trudeau qu'on connaît bien, qui ressemble de très près d'ailleurs à Monsieur Macron, hein, si bien dans son âge que dans son expérience, que sur un tas de sujets. Donc il y a une similitude entre les deux hommes. Et on s'aperçoit que c'est un petit peu la destruction des pièces à conviction avant départ, quoi. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Et je passe la main à Sylvain ou à Yota qui a l'information. Alors, les amis, entre les guerres et les vaccins, la vie est construite de très haut et de très bas. Alors moi, il y a une info que je veux faire passer parce que je la trouve quand même assez bizarre. C'est-à-dire que tous ces migrants qui ont débarqué en Grèce, on parle quand même de près d'1 million de migrants. Eh bien voilà, aujourd'hui, j'ai appris une info, c'est que Israël est à court d'effectifs, à court d'humains, soldats, et donc s'est mise en tête de recruter 30 000 migrants venant de l'Érythrée et du Soudan, je crois, je pense que c'est juste. Et donc, voilà, comment est-ce possible qu'un pays qui doit être probablement à court de soldats en ce moment puisse se permettre d'engager des migrants en leur donnant bien sûr la nationalité israélienne, hein, et, évidemment du fait qu'ils vont défendre Israël, ils auront droit à l'identité israélienne. Et donc voilà, peu ou prou, moi ce que je disais jusqu'à aujourd'hui, c'est que ces migrants, à un moment donné, un jour, ils allaient tourner soldats. Eh bien, avec cette information, je le vois se réaliser. Ils ont trouvé la façon justement de réguler l'immigration sur leur territoire. Voilà. Voilà. Bon voilà, si ces soldats, ces malheureux recrutés
sont envoyés, comme on dit en français, au casse-pipe, c'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie relativement courte sur un terrain d'opération, comme c'est le cas, par exemple, en Ukraine, n'est-ce pas, hein, puisqu'on est en Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui disparaissent du fait de la guerre et qui disparaissent aussi du fait de la désertion. D'ailleurs, je crois qu'il y a des records du monde de désertion en Ukraine, voilà, et notamment des soldats ukrainiens qui passent en Russie parce que c'est leur langue naturelle et quasi maternelle. Et ils passent en face, quoi. Ils franchissent. C'est comme si les petits piou-piou de la guerre de 14 avaient franchi les tranchées pour aller se rendre, demander l'asile politique à l'Allemagne. Vous voyez, un peu ça, quoi. Donc on est dans ces exagérations ou dans ces faits remarquables. Et effectivement, ce qui manque le plus, c'est le matériel humain, pour reprendre une expression que je n'aime pas beaucoup, parce qu'il n'y a rien d'humain dans le matériel et inversement. Enfin, en tout cas, même au travers de l'intelligence artificielle, ce qui est un autre sujet. Voilà. Donc, il n'y a plus d'humains pour aller se battre, parce que d'une part, l'essentiel est morte, puisque on a supprimé la conscription dans beaucoup de pays, et notamment en Ukraine justement, hein, et que beaucoup s'en vont tout simplement, désertent, vont voir ailleurs, trouvent que cette guerre est dépassée, qu'elle ne correspond plus à rien. Et pour ce qui concerne Israël, effectivement, on est sur une guerre qui devait être rapide, efficace et qui se révèle longue, difficile à manœuvrer et contournée par un tas de choses. Je vais citer un exemple tout simple. Alors, ce peuple qu'on appelle à tort les Houthis, je sais que c'est un mot péjoratif, mais je ne me souviens pas du nom non péjoratif. Ce sont ces Yéménites, en fait, qui sont des Yéménites, qui sont des soldats militaires et qui arrivent avec leurs petits bras et leurs petites jambes, et avec du matériel qui leur est fourni, bien évidemment, alors soit par la Russie, soit par l'Iran, par exemple, hein. Donc du matériel très sophistiqué, et plus sophistiqué que celui qui est embarqué sur les porte-avions US, par exemple. De telle sorte que les 10 porte-avions, ils partent la queue entre les jambes, si je puis m'exprimer ainsi, hein. Donc ils ont débarrassé la zone de la mer Rouge, et puis on a vu récemment une ogive qui est partie du sud du Yémen, hein, donc voilà, à l'embouchure de la mer Rouge, et jusque sur Israël, et qui a touché sa cible sans avoir été touché une seule fois, pour la simple raison qu'il n'existe aucune ogive, aucun vecteur qui soit aussi rapide que celui qui est parti du Yémen. Donc on peut pas le rattraper, on peut pas l'intercepter, on peut pas le rattraper, même perpendiculairement, à tous les moyens. Donc il a franchi tout un tas de checkpoints militaires sans qu'il ait été touché par quoi que ce soit. Et du coup, lui a touché sa cible. Donc ça, je pense que ce sont des choses qui ont réveillé Israël. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Israël a cru bon de mettre en œuvre un subterfuge, qui est celui de faire éclater des bips de garage ou des bips de voiture qui avaient été préalablement piégés, selon une méthode que je ne connais pas, que pour l'instant qui n'est pas connue. Et évidemment, aujourd'hui, on a beau jeu de dire, on ne sait pas si c'est Israël qui a fait ça. Il n'y a pas de preuve que c'est Israël. Il n'y a pas de preuve, mais tous les regards convergent vers Israël, évidemment, hein. Et cette explosion a tué un certain nombre de milliers, je ne sais pas le chiffre exact, je l'ai pas en tête, de cadres du Hamas notamment, au simple déclenchement d'un code phonique, voilà, et ça a fait exploser toutes ces petits objets qui ont tué les gens. Ils avaient ça dans la poche, ils sont morts, hein. Donc, voilà. Philippe, il ne s'agit pas du Hamas, mais du Hezbollah, hein. Attention. Alors, la rectification du Hezbollah, effectivement, oui. Le Hezbollah qui est la représentation au Liban, donc de cette opposition à Israël, donc le Hezbollah, alors qui a été créé d'ailleurs par Israël, je crois, enfin bon, peu importe. Donc aujourd'hui, c'est le Liban, ça se passe sur le territoire du Liban, c'est ce qu'on vient de dire, hein, ce qu'on vient d'évoquer. Ça a explosé au Liban, ça a tué au Liban, et ça a tué les gens du Hezbollah, effectivement, et non pas du Hamas, autant pour moi. Mais donc tous les regards convergent vers Israël pour se dire, on va commencer l'enquête par là pour s'assurer si par hasard, ça serait pas eux qui auraient fomenté ce coup-là. Voilà. Alors après, est-ce que c'est un coup bas, est-ce que c'est un coup normal, est-ce que c'est la guerre, bon voilà. S'ils n'ont plus que cette solution pour tuer les gens du Hezbollah, c'est qu'effectivement, à mon avis, ils ont dû trouver que c'était difficile de faire autrement, quoi, d'en arriver à faire exploser des bips dans la poche des gens par une télécommande distante. Voilà. Très bien, on va passer à l'actualité en images. Aujourd'hui, on va s'intéresser au niveau scolaire du côté des collèges. L'actu en images, et on se retrouve juste après. Cet exemple, quand nous corrigeons le brevet, on nous convoque le matin et on nous dit « voilà les consignes de correction ». Ici, on attend que l'élève écrive là, L-A. S'il a écrit L''A, vous comptez bon quand même, parce qu'il a eu l'idée du son.
Parce qu'il a eu l'idée L'idée du son, c'est un la. Bon, il a mis un la. Il a peut-être pas orthographié correctement. Et vous êtes professeur, vous dites, oh non, c'est hors de question. Mais qui dit ça? Mais ça, c'est des consignes qui viennent directement d'en haut. Non, mais qui? Il y a quelqu'un qui vient dans une salle, donc il y a un inspecteur. Non, c'est pas des inspecteurs. C'est malheureusement. Les formateurs dans les INSPE. Vous avez beaucoup de formateurs aussi. Aujourd'hui, nous, on nous demande de vider l'océan avec une petite cuillère. Les professeurs n'ont qu'une tête. Ils peuvent pas porter toutes les casquettes. Ils peuvent pas être profs, flics, parents, assistants sociaux. On fait ce qu'on peut, je vous assure, avec ce qu'on nous donne. Mais moi, je fais pas le procès du tout professeur. Non, mais il est beaucoup fait et je trouve qu'à une heure il a eu l'idée du son, c'est pas mal ça. Alors moi je peux vous dire qu'à ce moment-là, si ça avait été comme ça dans mon cas, j'aurais été terrible à l'école. Pour un musicien. Bah oui, surtout pour donner le la, comme il disait. Exactement. Les musiciens ont-ils trouvé le la? Oui, tu voulais parler, oui. C'est terrible. Enfin, moi, évidemment, je vais me taire parce que quand j'ai traduit le livre, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe. Il en reste toujours un petit peu, il en restera toujours un petit peu, mais enfin, c'est-à-dire que c'est lié à notre manque de communication et de compréhension. Plus on avance dans la vie, moins les uns se comprennent avec les autres. C'est une conséquence de ce système et de ce que ce système nous fait vivre. C'est-à-dire, comme on ne rattache pas la langue à quelque chose d'essentiel, donc à une musique ou à une vibration ou à quelque chose, une définition derrière, on s'en fout, on peut faire des fautes d'orthographe. Ce n'est fait que pour semer les mauvaises vibrations dans nos cerveaux. Oui, on va parler le langage texto bientôt. Voilà. Oui, Yota et Sylvain, je pense que c'est encore un signe qui est voulu par l'oligarchie pour abêtir les gens, pour que les gens n'arrivent plus à communiquer correctement. On parlait l'autre jour des mots qui ont été déformés de leur sens, et c'est maintenant l'écriture qui est déformée de son sens. C'est-à-dire qu'on perd la notion de l'orthographe, on ne sait plus écrire, et donc les gens ne peuvent plus communiquer entre eux de moins en moins, ou alors par onomatopée ou juste par SMS. Et ça, c'est voulu parce que justement, ça empêche les gens d'être libres et indépendants et de pouvoir s'exprimer. Alors que pour en revenir au sujet de ce soir que Sylvain va nous dévoiler, il faut que chaque individu puisse s'exprimer, parce que sinon on peut pas vivre en société, et surtout on ne peut pas mettre en place une vraie démocratie. Eh bien, tu nous as vendu le sujet de ce soir, mais bon, juste avant, nous allons quand même écouter Jean-Pierre. Merci. Je vais me sentir joyeux dans quelques temps, mais là, pour le moment, je me sens triste parce que on maltraite les professeurs. Les enseignants des écoles sont maltraités parce que non seulement on leur demande des tâches impossibles, mais en plus, on leur demande de mépriser leur boulot. On leur dit de dire que c'est pas grave. Alors, c'est vrai qu'on pourrait féliciter l'élève d'avoir entendu le son. Et toutefois, lui dire, oui, t'as entendu le son, c'est exact. Et maintenant, entends bien que le L' a une prononciation légèrement différente que le la. Le la. On entend l'apostrophe si on la prononce, évidemment. Si personne ne prononce quoi que ce soit d'une façon correcte, on n'entend plus rien, et c'est ce qui est désiré. Mais tout en voulant féliciter l'élève, il y a moyen de lui enseigner les vrais sons. Par contre, mettre les profs dans un état de misère à ce point, c'est monstrueux. Merci d'avoir entendu. Jean-Pierre, on peut dire qu'on est en train de revenir à la légende de la tour de Babel, où une entité supérieure a tout fait pour que les gens ne se comprennent plus entre eux, ce qui fait que on divise les gens, donc c'est diabolique, parce que c'est diabolos, c'est diviser les gens, c'est diviser pour mieux régner. Et si on rajoute à ça tous les anglicismes qui sont utilisés, évidemment, on en a jusque-là. Regardez la publicité en ce moment, c'est carrément intéressant, hein, notamment de la publicité pour le sport, je ne le dirai pas, mais alors celle-là, elle est carrément pas mal. Sur 3 mots, il y a 2 mots anglais. Allez, on va passer au sujet de ce soir. Quel est
Le vrai esprit démocratique. Et justement, nous avons notre spécialiste Iota de la démocratie qui est là pour corriger bien tout ce que nous allons dire. Merci les amis. Alors peut-être la balle à Bruno, avant que Iota ne fonde sur nous et nous corrige. Oui, tout à fait. Il y a différents aspects en ce qui concerne l'esprit de la démocratie, l'esprit démocratique. Il y a d'abord au niveau de l'individu et puis au niveau du collectif. Au niveau de l'individu, comme Iota nous l'a dit souvent, ce qui compte, c'est la complémentarité et pas la compétition entre les individus. Et on peut prendre un exemple qui est la science. Il y a des scientifiques vraiment honnêtes qui agissent en complémentarité. On a par exemple des gens qui travaillent dans différents labos de recherche à travers le monde sur un même sujet et ils communiquent entre eux. Quand un arrive à découvrir quelque chose, il le transfère tout de suite aux autres. Il n'y a pas de notion d'argent ni de compétition. Théoriquement, c'est ce qui devrait exister. Dans la réalité, malheureusement, il y a souvent le contraire. Il y a souvent celui qui veut avoir le prix Nobel avant son voisin. Donc ça, c'est une notion de compétition qui apparaît. Mais théoriquement, la science est un système démocratique. Comme disait Descartes, être cartésien, c'est être démocratique parce que on fait des recherches, on a des théories, mais on n'affirme pas et on n'impose pas ces théories aux autres. Alors que malheureusement, souvent, on a constaté le contraire. C'est-à-dire qu'une théorie est devenue un dogme et que si on ne suivait pas ce dogme, eh bien, on se faisait tomber dessus par ceux qui contrôlent le dogme. Donc, c'est une notion aussi d'oligarchie. Donc, au niveau de l'esprit démocratique lui-même, c'est déjà éviter toute forme de sectarisme, éviter toute forme de chef qui va dominer les autres, qui va essayer d'écraser le reste de la population. Donc, il peut pas y avoir de chef. Nous, au Conseil national de transition français canon historique, on parle de commission démocratique où les gens débattent d'une manière constructive, sans qu'il y ait d'opposition ou de majorité, et dans une notion de cercle de parole, comme nous l'a souvent expliqué Jean-Pierre, où chacun donne son avis, mais d'une manière constructive. Et donc, à partir du moment où on agit comme ça, eh bien, on a un esprit démocratique. Mais malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que certains, dans un groupe, essayent de dominer les autres et ils ne peuvent pas s'empêcher parce qu'ils ont gardé ça au niveau de leur esprit, parce que depuis 2500 ans, on a formaté les esprits des gens pour qu'ils pensent toujours qu'il faut un chef ou quelqu'un qui domine. Et donc, à partir de là, on empêche les choses de se réaliser avec une vraie démocratie à partir du moment où il y a une seule personne qui impose ses idées. Donc, il peut y avoir des leaders, comme effectivement il y a eu Périclès à l'époque de l'Athènes antique, mais Périclès était un leader qui a été limité parce que il a lui-même été à différentes reprises remis à sa place par le reste du peuple. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des leaders dans une démocratie, mais ces leaders ne doivent jamais devenir des chefs. C'est-à-dire qu'ils peuvent apporter des idées intéressantes, mais d'une manière constructive, sans essayer de prendre le pouvoir sur le reste de la population. Et à partir de là, on a des décisions qui deviennent collectives, et c'est la notion de cerveau collectif. Et donc on a à la fois le fait qu'un individu qui a un esprit démocratique, eh bien, il se sent capable de faire partie de la gouvernance de son pays, il se considère comme quelqu'un de capable et pas comme quelqu'un qui va suivre un représentant. Et puis au niveau collectif, on a l'ensemble de ces individus libres et indépendants qui forment un cerveau collectif, ce qui donne un grand pouvoir au peuple que malheureusement les gouvernants actuels de pratiquement tous les pays du monde font tout pour éviter. Parce qu'ils savent que le peuple a un pouvoir très puissant et qu'ils ne feront pas le poids, quelques-uns, face à la multitude. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, moi, pour commencer. Je vous laisse continuer. Oui, je veux bien compléter un peu avant de laisser la parole à soit Jean-Pierre, soit Iota. C'est quoi un chef? On peut peut-être se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un chef, parce qu'on n'en veut pas. On sait qu'on n'en veut pas, mais c'est quoi un chef? C'est quelqu'un qui prétend mener tout le monde derrière lui,
à ses ordres, c'est-à-dire que fasse en sorte que toutes les personnes qui sont derrière lui sont d'accord pour obéir à ses ordres, parce qu'il a un talent particulier, soit dans l'art militaire, donc c'est un chef militaire, soit dans l'art politique, ça va être quelqu'un qui va amener du bonheur au bien commun. Voilà, c'est ça. C'est ça un chef. Alors comme le disait effectivement à l'instant Bruno, on peut aussi avoir besoin de quelqu'un qui ait toutes ses capacités, mais qui ne soit pas un chef désigné pour l'éternité et pour ses descendances. Parce que là, ça devient une dynastie, ça devient une royauté, et on sort des rails. Donc voilà. Donc la démocratie nous empêche de sortir des rails en surveillant d'une part de près, comme l'a dit Bruno, les personnes qui sont à un moment donné mandataires, hein, ou mandatées par le peuple pour une tâche précise, comme l'a été effectivement Périclès pour ses talents notamment de stratège hein, et militaire, hein, qui était réel et vrai. Et ce qui est caractéristique, c'est que Périclès, je pense que Iota nous le dira mieux que moi, est un homme qui a accepté le jeu de la démocratie, alors que lui-même était issu de la plus haute lignée de noblesse, et donc oligarque, forcément. Hein. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un passage des uns vers les autres, une acceptation. Ça aussi, c'est acquérir un esprit démocratique, et on peut dire, on va peut-être passer la balle à Iota avec cette question, est-ce qu'on peut dire que Périclès était dans l'esprit de la vraie démocratie? Alors, pour te corriger un petit peu, Philippe, Un peu, voilà, un peu. pour faire rire Sylvain, euh, Périclès n'avait pas l'esprit de la démocratie, il était démocrate. C'est-à-dire que ses actions, le fait qu'il soit choisi chaque année, donc chaque année il était proposé comme dirigeant, mais Périclès en fait était patriote et il était profondément démocrate. Alors il faut aller lire son ode à la démocratie. À un moment donné, il doit aller discuter avec des généraux et tout ça pour expliquer ce qui s'est passé à telle bataille. Et au lieu d'expliquer ce qui s'est passé à cette bataille, il explique c'est quoi être un vrai démocrate. Évidemment, on a mis un petit passage dans le livre hein, sur son texte. Il est très connu. Mais donc, on comprend que c'était un oligarque effectivement au départ, mais il n'a pas du tout fonctionné dans le système oligarchique ou vraiment à une toute petite dose. Il a montré durant ses 30 ans, puisqu'il a fait un mandat de 30 ans qui était renouvelé chaque année, hein, donc chaque année, il y avait proposition à l'APNICA, est-ce qu'on garde Périclès ou pas? On le sait qu'il était voté. On sait aussi qu'il a passé 4 procès. Donc, je ne sais pas, citez-moi quelques rois aussi puissants de siècles d'or que Périclès qui soient passés au tribunal. Vous pouvez chercher, on n'en trouvera pas. Et donc, il y a des petites choses comme ça qui ont prouvé, Philippe, que Périclès était profondément patriote et profondément démocrate par ses actes. C'est dire, évidemment, on ne peut pas se baser là-dessus parce que les écrits de Périclès ont été faits sans lui. Donc, ils ont été écrits 50 ans après. On a censuré, bien sûr, puisque le poème qu'il laisse aux démocrates et qu'il explique aux oligarques comment sont les démocrates, quelle stratégie ils adoptent et quelle est leur bravoure, hein, puisque le passage parle d'une certaine bravoure et que quand ils partent pour une bataille, leur stratégie est ouverte et n'a rien à voir avec la stratégie complotiste des oligarques. Et donc là, on voit parfaitement que Périclès était vraiment démocrate, il avait vraiment l'esprit démocratique, il l'acceptait et il était d'accord à 100% avec ça, en tout cas Philippe. Donc c'était pas un fait tellement d'acceptation, c'était plutôt je le suis, je le sens et je vais réagir comme ça. Et donc, évidemment, l'oligarchie, elle a eu beaucoup de problèmes avec Périclès, puisqu'il n'a pas eu l'attitude ni du roi, ni du héros.
ni de l'empereur, ni de l'autocrate. On peut le classer que en tant que démocrate profondément patriote. Voilà, Philippe, pour répondre à ta question. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que vous venez de dire tous les deux, c'est qu'il y a des gens qui nous disent, oui, mais dans une démocratie, il faut une armée. Et l'armée, par définition, c'est une hiérarchie avec des chefs. Mais quand on regarde une armée vraiment démocratique, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des chefs qui ne sont pas des gens qui dominent leurs soldats. Ce sont des chefs qui vont sur le terrain avec leurs soldats, qui sont respectés par leurs soldats, et leurs soldats leur obéissent tout simplement parce que ils ont une autorité qui n'est pas une autorité qui écrase, mais simplement de guider leurs soldats vers quelque chose de bon. Et on peut prendre l'exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale du maréchal Leclerc avec la deuxième DB, qui était très aimé par ses soldats, qui a participé à toutes les batailles avec ses soldats, qui a accompagné ses soldats jusqu'au bout, jusqu'à aller amener ses soldats au sein même de l'Allemagne, au repère d'Hitler. Et on voit que ce sont des armées qui réussissent parce que c'est un esprit de corps qui est démocratique. Contrairement à ce qui se passe actuellement, notamment dans l'armée française, où on a beaucoup de généraux et de hauts officiers qui sortent jamais de leur bureau et qui sont complètement coupés de leurs soldats. Soldats d'ailleurs qui s'en plaignent énormément. Donc à partir de là, on n'a pas en cas de guerre, eh ben, c'est une armée qui sera très vite battue, tout simplement parce que les soldats ne veulent pas obéir à des chefs qui ne sont pas respectueux d'eux-mêmes. Alors Bruno, si vous permettez les amis, je réponds vite à Bruno. Effectivement, Bruno, on peut comparer la démocratie à un bateau, par exemple, avec son équipage et qui a un capitaine. On peut aussi la comparer à un orchestre symphonique où il y a le chef d'orchestre. Donc, effectivement, il y a toujours, mais c'est pour les besoins de l'organisation qu'il y a cette personne qui fait ce mandat-là. C'est-à-dire que même si nous avons un bateau avec son équipage ou un orchestre symphonique, chacun a son rôle, chacun joue son rôle. Et donc, leur objectif, quand ils font ça, ce n'est pas d'obéir au chef. Les composants, les personnes qui composent un orchestre symphonique, leur premier souci est de bien interpréter la mélodie qu'on leur donne. Tout comme le bateau avec les démocrates, ils vont copiloter, mais ce n'est pas pour écouter le dirigeant de ce bateau, c'est pour, à un moment donné, utiliser un moyen technique pour avancer. Donc, on n'a pas du tout l'esprit du chef et de son peuple, parce qu'il faut bien voir la différence avec l'oligarchie. L'oligarchie, c'est toujours le chef et le peuple qui obéit au chef. Ici, même en démocratie, si on a le même schéma du chef, en tout cas, ce n'est pas pour obéir au chef, mais c'est pour accomplir la proposition qui a été faite. Je vais donner un tout Évidemment, petit là, c'est exemple, un si tu peu veux bien, Yota. compliqué. Oui, Je vais donner un tout petit exemple, un exemple bête hein, que j'ai pu vivre. Voilà, bon, bah, dans les radios, il y a un chef d'antenne. Il n'est pas là pour faire le chef, hein. oui, On est d'accord. voilà. On a un schéma, c'est-à-dire que l'oligarchie va toujours nous placer le schéma du chef, du héros, comme quoi c'est à lui qu'on doit obéir et tout ça. Mais non, c'est à la proposition qu'on doit obéir, c'est la proposition qu'on doit accomplir. Et donc, on peut, par certains moyens, avoir besoin d'un personnage qui représente le chef, mais il ne tiendra pas le rôle du chef, de toute façon. On a la même chose dans les corps de métier, dans le compagnonnage, où on a la notion de maître et de disciple, où le disciple, il apprend son métier auprès du maître,
Le maître n'est pas un chef, c'est quelqu'un qui enseigne. Et le but du maître, c'est que son disciple devienne à son tour un maître. Voilà. Donc, Alors, il n'y a pas de. la hiérarchie est différente, hein, Bruno, parce que chez les francs-maçons ou en oligarchie, la hiérarchie doit être très, très bien respectée. Mais en démocratie, peut être chef à son tour et faire un mandat d'1 an. Donc, on n'a pas du tout le même objectif du chef, hein. Ici, c'est un mandat qui peut être utilisé pendant 1 an pour le rôle du chef, mais n'importe qui des rameurs sera chef à son tour à un moment donné. Donc, on n'a pas du tout le même esprit là. On est dans un esprit oligarchique à 100%, alors qu'en démocratie, c'est toujours la proposition. Oui, c'est Oui, Jean-Pierre. une répartition des tâches avec à tour de rôle, chacun qui fait une action particulière, mais d'une durée limitée, ce qui fait que ça empêche justement que certains prennent le pouvoir et ça empêche dans la période actuelle au niveau de la transition, au niveau de ce qu'on met en place au niveau du Conseil national de transition français canal historique, ça empêche l'action des lobbies qui pourraient influencer les délégués dans les commissions. C'est évident que c'était pour arrêter la corruption, tout ça, et c'était très bien calculé. C'était calculé comme une horloge suisse ou un mécanisme d'anticitaire. Croyez-moi, c'était vraiment très bien huilé toute cette histoire-là qui n'a pas plu aux oligarques, évidemment, parce que l'oligarchie, son objectif principal est justement de garder le rôle du héros, du chef, qui est irremplaçable, que lui, il peut tout faire tout ça et que personne de ses sujets ou de ses élèves ou de ses disciples puisse arriver. Bon, on a même des histoires où les oligarques ils disent il faut que il faut que l'élève dépasse le maître. Et nous, on croit que c'est un compliment, mais en fait, c'est le maître qu'on met en exergue. Ce maître-là, il est unique, il n'y en a pas deux comme ça sur la planète, et donc c'est lui qu'on doit utiliser. Ce qui est un discours totalement faux en démocratie et totalement caduc, qui ne peut pas fonctionner. Nous sommes tous uniques, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous capables et nous sommes tous participants de notre société et personne n'est le subordonné ou l'esclave d'un autre. Voilà. Alors, je vais reprendre une expression d'André Stern quand il a rencontré son guide en matière de lutherie, de fabrication d'instruments de musique. Et cet homme lui a dit « Je peux tout te montrer, je ne peux rien t'apprendre ». Voilà. Alors, à mon sens, ça, c'est un vrai maître dans sa matière. C'est quelqu'un qui sait faire des instruments. Il coopère avec la matière. Je dirais pas que la matière lui obéit. Il va dans le sens du bois. Un menuisier, c'est très bien aller dans le sens de la fibre du bois. Il va pas demander au bois quelque chose d'impossible. Donc, il sait coopérer et il peut le montrer, mais il peut pas l'apprendre aux autres. Alors voilà, ce qui est un maître pour moi. Et je crois avoir entendu de la part de Bruno quelque chose qui est très noble, c'est-à-dire qu'on peut être maître boulanger quand on sait faire du pain tous les jours de l'année, dans n'importe quelle circonstance, un jour de tempête, un jour d'orage où la pâte se comporte pas pareil, etc. Là, on peut être appelé un maître. Et généralement, les gens sont heureux d'apprendre auprès de quelqu'un comme ça parce qu'il est passionné par son boulot et il est toujours prêt à apprendre en plus, y compris de ses apprentis. Ça, c'est voilà. Alors, il y a deux définitions du maître. Je voudrais revenir aussi sur le mot chef. Quand on me dit chef, parce que des fois, il y a des gens qui disent chef à tout le monde. Je leur réponds simplement, chacun en a un sur les épaules. Et s'ils comprennent pas, j'y ajoute qu'à la Révolution française, on a essayé de retirer ce truc-là, mais ça a marché beaucoup moins bien. Donc, puisque chacun en a un sur les épaules, on n'a pas à m'appeler chef, déjà. Merci d'avoir entendu ça. Et je voudrais dire que la démocratie, elle est naturelle. Elle existe partout dans l'espace. Dans chaque corps est démocratique. Si je me pince le petit doigt de pied, tout mon corps va essayer que mon petit doigt de pied soit soulagé. C'est ça de la démocratie.
c'est pas même le plus grand nombre qui décide, alors au mépris d'un petit. C'est le plus grand nombre qui décide au profit de chacun et surtout du plus souffrant, comme le disait l'abbé Pierre. Pardon pour ceux qui ont voulu massacrer l'image de l'abbé Pierre, il est vénéré par des milliers de gens qui ont survécu grâce à son œuvre, ceci dit en passant. Donc la démocratie étant naturelle, notre espèce peut la faire sienne ou choisir d'aller contre les lois de la nature. Et dans ce cas-là, évidemment qu'elle finira par se détruire. Merci d'avoir entendu. Oui, je veux bien reprendre. Alors effectivement, je ne peux rien t'apprendre, dit le maître à l'élève. Alors je pense que c'est une façon relativement de tact, c'est du tact, pour ne pas dire à cette même personne, il y a une chose qui n'est pas transmissible, c'est le talent. Ouais. Donc voilà, il faut dire les choses clairement. Et certaines personnes en ont, d'autres un peu moins. Certains sont faits pour faire des non. À la base, chaque personne venant sur cette planète a un talent quelque part. C'est ce que j'allais dire, Iota. Voilà. Excuse-moi de t'interrompre, mais je t'en prie, c'est un valeur. Vous n'avez pas le talent et tout ça. Là, je deviens un peu Non, je dis que le talent n'est pas transmissible, et ça reste vrai. Et qu'effectivement, on a tous des talents différents. Celui qui n'est pas doué pour faire de la lutherie va être doué pour faire autre chose, bien évidemment. Et que dans la complémentarité que nous demande justement la démocratie, c'est la complémentarité, la démocratie, hein. Eh bien, on a tous le talent qui s'accorde les uns avec les autres. C'est pour la raison pour laquelle on est tous faits pour vivre ensemble. Mais ce qui est important aussi, Philippe, c'est que quand on parle de la notion donc de maître et de disciple, le maître, effectivement, comme disait Jean-Pierre, n'apprend rien. Il donne, et il montre une technique, mais c'est le disciple qui doit faire son expérience et apprendre avec ses mains à faire ce qu'on lui propose de faire. Tant qu'il n'en a pas fait l'expérience lui-même, tant qu'il n'a pas essayé, même en ratant plusieurs fois jusqu'à réussir, eh ben, il n'y arrivera pas, hein. C'est comme quelqu'un qui apprend à conduire. L'auto-école peut lui expliquer ce qu'il faut faire avec ses pieds, mais tant qu'il le fait pas, tant qu'il le teste pas, tant qu'il l'expérimente pas lui-même, il n'aura rien appris. En tout cas, Bruno, l'éducation dans le système oligarchique et l'éducation dans le système démocratique est totalement opposée. C'est-à-dire qu'en oligarchie, le professeur va être là pour apprendre et donc il a une technique de base, il va l'apprendre à son élève, alors que le professeur en démocratie, la seule chose qu'il va faire, c'est dire à son élève, je vais t'apprendre à sortir de toi le meilleur de toi-même. C'est-à-dire dans n'importe quelle branche que tu sois, à partir du moment où tu décides de faire quelque chose, il faut que tu comprennes que tu dois sortir le meilleur de toi-même dans tous les domaines que tu as décidé d'apprendre. Tandis qu'en oligarchie, on nous apprend comme des petits robots, évidemment. Et si on est mauvais en histoire, par exemple, eh ben, on rentre à la maison malheureux et on se dit qu'on est mauvais. Donc, vous pouvez voir les dégâts psychologiques qu'on peut faire subir aux enfants en leur disant t'es mauvais en maths, t'es mauvais en histoire, t'es juste bon à rien. Bon à rien, mauvais en tout. Bon en rien, mauvais en tout. Alors qu'on ne peut pas se permettre de faire ça avec des enfants. Justement, les enfants, il faut leur apprendre à extérioriser leur passion et à être capable de décider vers quelle branche ils vont aller pour s'exprimer. Et de ce fait-là, leur vie ne deviendra pas un calvaire. Ils ne seront pas obligés d'être le meilleur des mathématiciens, le meilleur des scientifiques, le meilleur des pharmaciens. Parce que ça ne rime à rien de toute façon d'être le meilleur des pharmaciens. Ça ne rime absolument rien pour nous. Nous, ce que nous avons besoin, c'est que tous les pharmaciens soient bons. Voilà. Donc, pour faire un peu une différence dans l'éducation d'un côté et l'éducation de l'autre, et ça, c'est très important, évidemment, de le signaler. Alors,
Merci. Pour l'esprit des démocratique, c'était notre sujet. Qu'est-ce que l'esprit démocratique? J'ai envie de reprendre l'exemple de l'Iliade et l'Odyssée. Donc l'Iliade, c'est ce voyage que va faire Ulysse à la suite de la guerre de Troie. C'est-à-dire là, on est 3 siècles avant la période démocratique, hein, si je me trompe pas trop. Et c'est raconté par Homère. Et voilà. Et il se passe quoi? Il se passe qu'il y a une guerre qui est gagnée et Ulysse est renvoyé par un jeu de malchance ou autre chose avec ses compagnons. On les appelle plus ses subordonnés, on les appelle ses compagnons. Alors que Ulysse est un chef de guerre, hein, évidemment. Hein. Eh bien, ils sont envoyés sur la Méditerranée à trouver des solutions pour rentrer à Ithaque, qui est ton île de référence et de naissance. Et donc, ils ont ces compagnons en plein de mésaventures, d'aventures, dont on écrit les exploits tout au long de ce livre qui s'appelle l'Iliade, qui est merveilleux, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce chef de guerre qui était obéi au doigt et à l'œil, comme on dit, pour les exercices militaires et pendant la guerre en particulier, devient un simple compagnon de ses compagnons, quoi. Parce qu'ils sont dans un état de misère, parce qu'ils n'ont plus leurs armes, parce qu'ils sont réduits à pas grand-chose, il leur reste juste les rames pour pagayer. Et quand ils abordent sur une côte, il faut qu'ils se débrouillent pour trouver à manger, il faut qu'ils se débrouillent pour survivre, tout simplement. Et ils rencontrent sur ces différentes îles des êtres bizarres, dont un Polyphème qui a un œil au milieu du front, contre lequel ils doivent se battre pour éviter de se faire manger, quoi. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous conduisent à quoi? À voir que le chef, c'est celui qui a la meilleure idée au meilleur moment, quoi. Pour survivre, pour manger, pour savoir se diriger. Et là, c'est toujours Ulysse, parce que Ulysse, il a toutes ses compétences, et ses compagnons le suivent, même s'ils ont des idées aussi, ils produisent des idées, mais c'est lui qui prend les décisions, et ses compagnons lui font confiance. Donc le chef, c'est celui qui a l'autorité naturelle, parce qu'il a la compétence, voire même le talent, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, est-ce que cet esprit démocratique, il a transparu dans cette aventure de l'Odyssée avant la période démocratique? Peut-être, puisque Ulysse s'est fondu avec ses compagnons pour ne faire qu'un. Il a arrêté la hiérarchie et ils ont fait des décisions communes à 70 ou 80% de majorité, comme on le fera plus tard dans l'Athènes antique. Et voilà, alors je voudrais demander à Iota si ça pourrait être un marqueur du début de l'esprit démocratique que cette histoire d'Ulysse avec ses soldats. Je dirais pas tout à fait, Philippe. C'est certain que à travers le voyage d'Ulysse, on voit que c'est lui le chef, qu'il est sur ce bateau et que ils sont tous à ses ordres. Mais on voit aussi que dans des moments où les catastrophes arrivent, ils sont bien obligés de se concerter tous. Et ils sont même obligés à un moment donné de tirer au sort. Ils sont même obligés de faire des propositions et que ces propositions soient votées. Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va à droite? Que veut le team, le staff du bateau? Donc, on a les deux chez Odysseus, hein, donc dans l'Odyssée d'Ulysse, on a les deux situations. On a la situation du chef oligarque. Et évidemment, l'oligarchie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va promotionner ça en évitant de raconter toujours les périodes démocratiques dans le voyage d'Ulysse. Et comment est-ce qu'on sait que Ulysse se concertait? Il n'avait pas l'attitude d'un chef, mais il se concertait avec le team du bateau. Eh bien, c'est parce que ses coéquipiers du bateau étaient aussi des gens très importants. Et donc, ces gens-là avaient un grade militaire presque aussi haut que Odysseus, Ulysse. J'ai du mal à dire Ulysse, les amis, parce que nous, on l'appelle pas Ulysse. En Grèce, on l'appelle Odysseus. Et donc, les Français ont traduit l'Odyssée d'Ulysse, mais Ulysse en grec n'existe pas, en fait. Donc, voilà, on nous a encore fait une belle entourloupette de lettres là, mais voilà, Philippe, donc, suivant le voyage, ce grand voyage d'Homère, on se rend compte que les deux systèmes de fonctionnement de cette époque-là, et ça je vous ai souvent dit, à cette époque-là, l'oligarchie et la démocratie étaient deux systèmes très très clairs,
très reconnu, et il n'y avait pas tous les partis politiques en dessous pour dire la gauche, la droite et tout ça. Il y avait le démocratique et l'oligarchique. Et donc les deux reviennent, Philippe, dans cette aventure. Mais au bout du compte de cette aventure, c'est d'étudier d'étudier ce voyage, de voir comment les batailles se sont passées, pour quel objectif elles se sont passées. La guerre de Troie, on connaît aujourd'hui la cause pour laquelle elle a eu lieu. Et donc, voilà, il faut que les deux systèmes apparaissent, mais on va quand même toujours compresser un petit peu le démocratique. Parce que si Odysseus, Ulysse a été sauvé soit de la mer, soit du cyclope, soit de toutes ces aventures-là, eh bien, c'est parce qu'il y a eu collaboration entre eux quand même. Il n'a pas fait tout ça tout seul. Voilà, Philippe, je ne sais pas si je réponds à ta question. Et si, très bien. Donc, d'un point de vue militaire, son état-major d'Ulysse était également ceux qui tiraient sur les rames, quoi. Voilà. Oui. Il était constitué, enfin, ou alors les rameurs étaient constitués de gens déjà très, très éduqués et très haut placés, quoi. Et Voilà. si on prend Jason et les Argonautes, c'est la même chose, hein. Je veux dire, Jason, il décide d'aller chercher la toison d'or, mais son rameur, c'est Hercule. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Ah Donc, bon? on a 50 et des argonautes qui vont partir avec Jason. Eh bien, ils ont tous un grade très haut de dirigeants militaires. Ça veut dire qu'ils ont fait déjà des expéditions, ils sont déjà connus autant que Jason. Et donc, voilà, encore une fois, là, c'est l'oligarchie qui veut placer l'histoire de manière à bien sauvegarder ses héros et tout ça. Mais sans la démocratie, ils n'auraient pas pu faire tout ça. Sans le système démocratique en fonctionnement interne sur le bateau, je veux dire, hein. Donc les tirages au sort et les propositions, toujours. Ah, comment est-ce qu'on pourrait synthétiser l'esprit démocratique? Alors, l'esprit démocratique, évidemment, personne ne le connaît, bah, peut-être moi, parce que je suis beaucoup dedans, mais l'esprit démocratique, on ne le connaît pas vraiment. La seule chose qu'on peut dire, c'est ce que Bruno disait tout à l'heure, l'esprit démocratique, c'est la complémentarité. Quand on part du base, que tout le monde a les mêmes droits et donc on est tous à l'horizontale, on n'a pas ce schéma de pyramide, eh bien, l'esprit de démocratie, c'est la complémentarité, c'est-à-dire que chacun apprenne ce à quoi il est bon, qu'il le décide tout seul sans que quelqu'un le lui impose et qu'il se base sur la complémentarité, c'est-à-dire que, et ça je l'ai dit souvent dans les émissions, c'est pas parce qu'on est un plombier qu'on ne peut pas être un aristo de notre travail. Donc, des aristos, des gens techniquement bien évolués, il en existe plein en démocratie, alors qu'en oligarchie, comme c'est la compétition, eh bien, ils vont nous en proposer un, et puis tous les autres, ben, ils vont utiliser la compétition pour abattre lui, pour être au-dessus de lui et tout ça. Donc, on a un esprit totalement différent, Philippe, entre le système oligarchique et le système démocratique. Et donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, le fait qu'on n'utilise pas assez la démocratie en fonctionnement interne dans tous nos organes, eh bien, on risque dans le futur d'avoir des gros problèmes et on y va à grands pas, d'ailleurs, vers ces grands problèmes. Et IOTA, c'est peut-être aussi l'esprit démocratique, le fait de mettre en valeur l'individu en lui disant qu'il n'a pas besoin de représentants pour arriver à s'exprimer et développer effectivement ses talents au service de lui-même et aussi de la collectivité. Et Oui, c'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu ce qu'on dit dans certaines religions. On dit qu'il faut aimer les autres comme soi-même, mais on oublie le soi-même. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas déjà soi-même, sinon on les enfonce au lieu de les aimer. voilà, voilà.
Ça va Donc, être difficile pour moi de conclure cette émission. Oui, ça va être difficile, mais je vais quand même essayer. Hein. Vivre pour penser, penser à vivre, un doux mélange des deux nous donne un bon esprit démocratique. Est-ce que j'ai raison, Iota? tout à fait. Ah bah Sylvain. voilà. La J'en suis heureux. démocratie, le cosmos, c'est de la musique, des vibrations et de la démocratie. Vibration, musique et démocratie. Voilà l'ordre bien Voilà. précis. Voilà. Merci à vous les amis, merci Iota, merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci à vous également qui nous regardez. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, canal historique, juste avant le week-end. Nous vous souhaitons une excellente soirée démocratique évidemment.